Vous avez déjà adoré un livre, regardé l'adaptation, et là vous vous êtes dit ça n'a rien à voir. Rien à voir. Moi aussi, et pas qu'une fois malheureusement. Pendant longtemps, j'ai mis ça sur le compte de ouais, mais le livre de toute manière, il est toujours meilleur, pas vrai? Jusqu'à ce que je me rende compte de quelque chose de bien plus profond. Une adaptation n'adapte pas un livre, elle adapte une histoire. Et ça change absolument tout, vraiment. Aujourd'hui, un film sur 5 est une adaptation, c'est colossal. Prenons La femme de ménage par exemple, le phénomène littéraire mondial aujourd'hui en salle. Publié pour la première fois en 2022, ce roman de Freida McFadden s'est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde et à plus de 2,5 millions d'exemplaires en France, pour le premier tome. Et l'adaptation au cinéma a conquis le public français avec pour le moment plus de 3,1 millions d'entrées au box-office. Et ce chiffre-là, il dit déjà beaucoup sur à qui s'adressent les adaptations. Une chose est claire, le cinéma adore les livres, puisqu'ils sont déjà rentables, déjà aimés. En gros, c'est du tout cuit. Les deux marchés se nourrissent l'un et l'autre, alors la question, ce n'est peut-être pas de se demander si une adaptation est fidèle ou pas. La vraie question, c'est surtout, qu'est-ce qu'on attend d'une adaptation ? Et c'est exactement ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Bonjour, bienvenue, ici votre très bon vieux Jeannot. Alors déjà, comment ça se passe une adaptation? En général, lorsqu'on dit qu'un livre est en cours d'adaptation, cela veut dire qu'un producteur a acheté une option. Le droit d'essayer d'en faire un film ou une série pendant un temps donné. L'auteur accepte ou refuse, et en général après, c'est plus trop entre ses mains, même si certains auteurs et autrices aiment participer à l'adaptation. Il existe plein de cas différents. Le producteur donc, il va pas véritablement payer l'adaptation, il paye pour réserver l'histoire. Et la plupart du temps, ça n'aboutit jamais. Et quand ça marche, seulement là, les vrais droits sont achetés et le développement commence vraiment. Donc en gros, quand vous voyez en cours d'adaptation, vous emballez pas trop. Ça se trouve ça va se faire un jour, ça se trouve ça va jamais se faire. C'est comme les résolutions de janvier, mais avec plus d'argent et un peu moins de sport. Alors en vrai, entre nous, le cinéma n'adapte pas vraiment les meilleurs livres. Il adapte surtout des histoires qui sont susceptibles de devenir de bons films. En gros, les équipes de films vont se baser sur des histoires qui ont un concept clair. Des scènes qu'on peut facilement imaginer. Vous savez, le genre de livre où genre, au bout de 3 chapitres, vous êtes déjà en train d'imaginer le casting dans votre tête. Et ça explique pourquoi le cinéma adapte toujours le même type de livre. Prenons Les apparences de Gillian Flynn par exemple, renommé Gone Girl au cinéma. C'est un récit construit comme une machine. Des scènes hyper visuelles, un rythme effréné, des retournements de situation, la structure elle est quasiment déjà cinématographique. C'est le genre de livre où tout de suite on arrive à visualiser, on se dit ah ouais ça c'est obligé, ça va devenir un film. Et quand je suis allée voir La femme de ménage, j'arrêtais pas de penser à Gone Girl, il y avait plein de similarités. C'est ce genre de thriller psychologique où on se repose sur ce qu'on voit, ce qu'on pense savoir, et puis en fait on se retrouve complètement berné. Un autre cas très parlant, c'est Twilight de Stephanie Meyer. Là, c'est pas vraiment l'intrigue qui se vend, c'est un fantasme. Une fille ordinaire, une ville un petit peu brumeuse et un garçon complètement inaccessible. Tout est pensé en images, en regards, en tension romantique. Et en filtre bleuté. Beaucoup de filtres bleutés. Et quand on trouve ce genre de livre, forcément ça facilite la vie. Puisque l'histoire a fait ses preuves et que le public existe déjà. Il se déchire entre Team Jacob, Team Edward. Moi, Team Jacob, toujours. Et ça, le cinéma adore. Et c'est pas juste une impression, le Centre national du livre et le Centre national du cinéma ont publié une étude à ce sujet, et il y a 2 choses à retenir. Les films adaptés font en moyenne plus de vues que les films originaux, et la sortie d'un film peut relancer fortement les ventes dont le livre est tiré. Autrement dit, c'est pas seulement un film qui marche, c'est toute l'histoire qui se remet à circuler. C'est aussi pour ça que la petite phrase « d'après un best-seller » revient souvent sur les affiches. Là encore, l'étude du CNL et du CNC montre que pour certains genres, notamment pour les sagas et les littératures de l'imaginaire, le public est plus enclin à aller voir une adaptation. Il y a des fois où le livre sert complètement le film et le titre devient juste une sorte d'excuse pour lancer un nouvel univers. C'est par exemple le cas avec Les Animaux Fantastiques de J.K. Rowling. Et puis parfois, c'est carrément l'inverse, on met pas forcément en avant que le film soit une adaptation. Ça a par exemple été le cas avec Jurassic Park ou Les Dents de la Mer. Et si le cinéma aime une chose qu'il adore encore plus, un livre qui marche, c'est un livre qui peut marcher plusieurs fois. Une trilogie, une saga, une série. Là, c'est la poule aux œufs d'or. On parle plus d'un film, on parle d'un abonnement émotionnel. Oui, les mots sont forts. Hunger Games de Suzanne Collins, par exemple, c'est 3 livres devenus 4 films. Et maintenant, une nouvelle série de préquels et donc d'autres films. Par contre, Suzanne Collins, c'est chaud. Là, on dirait une relation toxique. En mode, tu dis que tu reviens pas et puis tu reviens toujours. Et je sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, mais quand un lecteur ou une lectrice adore un livre, quand il apprend qu'il va être adapté, c'est la meilleure et la pire nouvelle à la fois. Parce qu'on sait pas à quoi s'attendre. Et lorsqu'on parle d'adaptation, le vocabulaire est hyper dramatique. On dit que le film a trahi le livre, qu'il l'a complètement massacré. Rien qu'en vous disant ça, je suis sûre que vous pensez forcément à un livre. Moi, c'est l'histoire de la dégringolade de l'adaptation de Divergente de Véronica Ross. Vraiment, on nous a pas donné la fin qu'on méritait. Ah oui, j'ai connu des ruptures moins violentes. Mais d'une certaine manière, ce vocabulaire qu'on utilise pour l'adaptation, il nous fait du mal.
puisqu'il y a cette idée un peu trompeuse que l'adaptation devrait absolument être fidèle au livre. La chercheuse Linda Hucheon résume ça en une phrase: une adaptation est une répétition, pas une reproduction. La transformation, c'est pas du tout un accident, non, c'est même le principe même. Et franchement, si une adaptation c'était une reproduction parfaite du livre, on se ferait un peu chier quand même, ce serait comme un audiobook avec des images. Et qui coûte plus cher. Dans le même esprit, le théoricien Robert Stam critique ce qu'il appelle le discours de fidélité. Il explique justement que quand on parle d'une adaptation uniquement avec des termes de fidélité, on utilise un vocabulaire très moral, comme trahison, infidélité, respect. On dirait vraiment c'est ton gadget qui t'a trompé avec ta meilleure pote. Et il dit, le langage de fidélité est chargé de sous-entendus moralisateurs. En gros, on regarde plus un film comme un film. On le regarde un peu comme une mauvaise photocopie, on est là à se dire, mais c'est pas ce qui s'est passé dans le livre. Et souvent, en plus, si on y va avec quelqu'un qui n'a pas lu le livre, on est on est en mode je tiens à signaler, ça se passait pas du tout comme ça dans le livre. Alors forcément, le film perd toujours. Et quand on regarde des cas concrets, on voit très bien ce que ça veut dire. Prenons Eragon de Christopher Paolini. Ah oui, je vous imagine déjà crispé derrière votre écran. Quand on demande au lecteur quelle est la pire adaptation que vous ayez vue, il est très souvent dans le top 3. Mais le problème du film, c'est pas seulement qu'il est infidèle. C'est surtout qu'on a voulu compresser l'histoire, simplifier l'univers et couper des arcs narratifs entiers, ce qui faisait pourtant la force du livre. C'est comme si on avait voulu nous faire la trilogie du Seigneur des Anneaux de J.R. Tolkien en 1h30. C'est pas possible, ça pose problème. Et puis il y en a un aussi qui me fait tout particulièrement mal, c'est Le Monde de Narnia de C.S. Lewis. Là, on est dans un univers immense, hyper riche, hyper symbolique. Et le film, il est obligé de choisir un axe principal, une ligne émotionnelle claire. Mais en faisant ça, il écrase forcément une partie de la complexité de ce monde. C'est pas une trahison volontaire, en tout cas j'espère. Et le risque dans tout ça, c'est que la communauté de base, elle s'y retrouve pas, que petit à petit, les adaptations, elles sont de moins en moins bien, et là, les fans ne verront jamais la saga complète à l'écran. Mais parfois, l'infidélité rend le film particulièrement mémorable. Il y a des cas absolument fascinants comme Shining, puisque c'est à la fois un très grand film et une adaptation complètement infidèle du roman de Stephen King. Kubrick, il cherche pas du tout à raconter l'histoire de la même façon. Là où le livre parle plutôt de la lente dégradation d'un homme, le film parle plutôt d'un malaise, d'un labyrinthe mental. C'est pas du tout le même projet. Et ça peut être particulièrement difficile à accepter quand on est auteur. Stephen King, il était tellement vénère qu'il a fait sa propre adaptation. C'est l'auteur du livre lui-même, donc on pourrait se dire il y a personne de mieux que lui pour adapter, et petit somme, ça a fait beaucoup moins de bruit que le film de Kubrick. Comme quoi, écrire un livre et écrire un film, c'est pas du tout le même métier. Puisqu'écrire un script à partir d'un livre peut s'avérer particulièrement compliqué. Il y a plusieurs cas, comme par exemple Dune de Frank Herbert. Pendant longtemps, on disait qu'il était particulièrement difficile à adapter à cause de la densité de son univers. Et pourtant, quand un réalisateur arrive avec une vision, ça peut marcher. En France, l'adaptation de Dune a rassemblé environ 3 millions de spectateurs, et c'était l'un des films les plus vus en 2021 dans l'Hexagone. Mais il y a des livres qui sont carrément inadaptables. Il y a un procédé parfois dans les livres qui marche hyper bien, c'est lorsqu'on suit un personnage et tout ce qui se passe dans sa tête. Mais ça en film, laisse tomber, si on part sur un bail de monologue pendant 2 heures à l'écran, flemme. Et surtout si on fout de la voix off. Ça peut être très très long. Et perso, je suis pas très fan d'utiliser une voix off pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête du personnage. C'est par exemple dans le cas à quelques moments dans La Femme de ménage, et perso, je trouve que ça marche pas du tout. Donc il faut que ce soit hyper bien maîtrisé, et ça, c'est pas facile. Un exemple très connu d'une histoire où concrètement le livre se déroule dans la tête du personnage, c'est L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger. C'est un roman mythique, lu par des générations entières, mais dont tout l'intérêt repose sur la voix du personnage principal, Holden Caulfield. Sur sa façon de penser, de juger les autres, de se parler à lui-même, c'est considéré comme un roman révolutionnaire, mais Théma, genre ça à l'écran, c'est pas possible. Si on enlève son discours interne, c'est juste un ado. Un peu relou qui se balade. Et dans les études sur l'adaptation, le chercheur Brian McFarlane dit quelque chose de très simple. Il est clair que tous les aspects d'un roman ne sont pas transférables au cinéma. Que ce soit l'intrigue, l'événement, les personnages, bon là on peut faire un peu sa petite tambouille, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup moins transférables comme le style, la voix, la manière de raconter. Et là on rentre dans une catégorie de livres vraiment relous à adapter, puisque certains d'entre eux reposent complètement sur ce qui n'est pas transférable. Et c'est le cas avec Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Si on résume, c'est l'histoire d'une femme qui prépare une réception. Voilà, fin du pitch. Et ce qui fait le livre, c'est pas ce qui se passe, c'est comment la pensée circule. Comment un souvenir en appelle un autre, comment le temps, la mémoire s'entremêlent, etc. C'est ce qu'on appelle, attention, le stream of consciousness. C'est juste des pensées, comme ça, qui tournent un peu comme moi avant de dormir qui rumine, ça mérite pas spécialement un film. Et Virginia Woolf le disait elle-même, la tâche du roman moderne est d'examiner momentanément un esprit ordinaire lors d'une journée ordinaire. Et puis dans l'inadaptable, il y en a un qui est pas mal aussi, c'est Ulysse de
James Joyce. Là, on parle même pas vraiment d'un roman à proprement parler, mais d'un laboratoire de forme. Chaque chapitre change de style, de règles, de techniques, ça part un peu dans tous les sens. Et le livre, c'est vraiment une démonstration de tout ce que le langage peut faire. Le critique Grunkenner, grand spécialiste de Joyce, résumait ça en disant « Ulysse n'est pas un livre qui raconte quelque chose, mais un livre qui est quelque chose. » Et ça, forcément, c'est un cauchemar logistique au cinéma. Et il y a un autre livre tout de suite auquel je pense quand on parle de ça, c'est La disparition de Georges Perec, où il s'amuse à enlever la lettre E dans son livre. Comment est-ce qu'on adapte ça au cinéma? Et surtout, pourquoi? À part à la limite pour traumatiser un monteur et l'équipe de sous-titrage. Et là, en tant que lecteur, on peut se la péter et dire non, mais tu vois, ce livre, il faut le lire pour comprendre, hein. Ouais. On est insupportable. Et bien sûr, on adore en parler sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, une adaptation, elle se joue aussi en dehors de l'écran. Parfois, c'est pas la communication classique qui va faire le succès d'un film, de l'adaptation, c'est Internet. Il crée l'attente, fabrique un casting mental collectif, et puis à l'inverse, ça peut détourner complètement l'attention du film lui-même. Côté chiffres de l'industrie, bon, c'est un petit peu tôt, il vaut mieux rester prudent, mais les signaux sont là. Des observateurs de marché soulignent que grâce à BookTok et TikTok, il suffit parfois qu'une vidéo devienne virale pour qu'un livre se vende. Et en France, des institutions comme le CNC ou le CNL montrent que lorsqu'un livre est adapté en série ou au cinéma, eh bien il y a un effet vertueux sur la visibilité du livre qui est adapté. Ça montre bien que livres, réseaux sociaux et cinéma ne sont plus des univers séparés, mais un véritable écosystème en interaction permanente. Un exemple spectaculaire de ce phénomène, c'est l'adaptation du livre Le Consentement de Vanessa Springora. Au début, à sa sortie, les chiffres étaient assez modestes avec 60 000 entrées pour la première semaine. Plusieurs personnes sur TikTok, surtout des jeunes filles, ont partagé leur expérience après avoir vu le film au cinéma. Là, le bouche à oreille accélère et les entrées augmentent de 40% la semaine d'après. Alors qu'en général, la meilleure semaine pour un film, c'est la première et puis ça descend petit à petit. Et encore plus rare, le film a continué d'augmenter ses entrées et elle les a même triplées au bout de sa 3e semaine. Qui lui a permis de dépasser les 300 000 entrées et puis le cap symbolique du demi-million d'entrées quelques semaines plus tard. Et ça, il y a 10 ans, c'était impensable. À l'inverse, il y a des adaptations qui sont parasitées par leur contexte médiatique. On parle plus vraiment du film, mais des rumeurs autour du film. Un exemple récent emblématique, c'est It Ends With Us, l'adaptation du roman de Colleen Hoover sorti au cinéma en août 2024. Le film a rapporté 350 millions de dollars au box-office mondial pour un budget d'environ 25 millions de dollars. Mais une grande partie de la conversation publique ne parlait pas des choix d'adaptation, mais plutôt à des polémiques liées au déroulement promotionnel. Disputes perçues entre la star Blake Lively et le acteur Justin Baldoni, des critiques sur la façon dont le film était promu, et autres théories qui ont circulé sur les réseaux sociaux au point qu'on parlait pas du tout du film lui-même. Et un film, c'est pas seulement un film, encore plus sur les réseaux sociaux, c'est un feuilleton médiatique. Ce changement, il est pas anecdotique. Le succès ou l'échec ne se mesure plus seulement en termes d'entrée, mais en termes d'engagement. Et ça change complètement la manière dont on vit et on pense l'adaptation. Alors, pour qui sont vraiment faites les adaptations? Instinctivement, vous pourriez vous dire, pour les lecteurs et les lectrices. Mais pourtant, plusieurs études en sociologie de la culture montrent quelque chose d'assez contre-intuitif. Le film est plus souvent un déclencheur de lecture que l'inverse. Autrement dit, beaucoup de gens découvrent d'abord l'histoire au cinéma, puis vont ensuite se pencher sur le livre. Une étude publiée sur Open Edition montre par exemple que le fait d'avoir vu un film adapté incite plus souvent à lire le livre que le fait d'avoir lu le livre n'incite à aller voir le film. Et c'est pour ça que quand il y a une adaptation, les éditeurs vont rééditer le livre et que souvent, ils vont mettre une couverture absolument atroce, genre l'affiche du film. Grosse pensée à tous mes graphistes en maison d'édition. Puisque justement, en général, les gens, ils connaissent le livre parce qu'ils ont entendu parler de l'adaptation, donc ce qu'ils ont comme repère, c'est l'affiche du film. Je pense par exemple au Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, que beaucoup de gens ont découvert grâce à l'adaptation et ont donc eu envie de le lire après. Les adaptations ne sont pas d'abord pensées pour satisfaire les lecteurs existants. Elles sont pensées pour aller chercher un public plus large. Les lecteurs sont importants, bien sûr, mais ils sont pas la source principale. En fait, ils sont le noyau dur, le point de départ et pas le point d'arrivée. Et La Femme de ménage, c'est un cas d'école parfait pour comprendre ça. C'est déjà un succès en librairie, avec une base lectorale gigantesque, portée par les réseaux sociaux, le bouche à oreille et TikTok. Et précisément, le film n'est pas fait pour ces lecteurs-là. Ou plutôt, pas seulement pour eux. Puisque comme je vous le disais en début de vidéo, les chiffres d'entrée au cinéma sont déjà supérieurs aux ventes du premier tome de La Femme de ménage. L'industrie ne voit pas ce film comme une œuvre isolée, mais comme le début d'une franchise potentielle. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes allé voir La Femme de ménage, j'ai trop envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes allé le voir parce que vous l'aviez lu et qu'est-ce que vous en avez pensé quand même? Ou est-ce que vous ne l'aviez pas lu et vous êtes allé le découvrir à l'écran? Pareil, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!